Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Je crois aussi que c'est un grand honneur, surtout pour le CIRAD et tous ses chercheurs. Et je voulais aussi vous remercier pour votre présence nombreuse et votre intérêt pour des sujets qui font notre mandat au quotidien au CIRAD. Je me permettrai de dresser un très bref panorama du CIRAD afin que vous compreniez, comme on dit maintenant, d'où je parle et en tout cas la voix que je porte. Le CIRAD est arrivé bien sûr à Montpellier en 1984. Il y a fêté ses 40 ans ici à Montpellier au Quorum en juin, puis à nouveau à Paris et à Bruxelles la semaine dernière. Mais comme cela a été dit précédemment, le CIRAD hérite d'une longue histoire, celle d'instituts techniques, et celle d'instituts techniques issus des colonies. En fait, le CIRAD existe depuis près d'un siècle. Et c'est sans doute cette histoire coloniale sur laquelle je me permets d'insister un peu, à la fois parce qu'il nous faut l'assumer, et deuxièmement, parce que la réussite de l'organisme que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, c'est d'avoir su transformer une histoire coloniale en une histoire de coopération, de partenariat et aujourd'hui d'alliance face aux enjeux globaux dont je vais vous parler. Aujourd'hui, le CIRAD, c'est 1800 personnes, dont 1100 ici, à Montpellier. Beaucoup de chercheurs présents sur le terrain, aux côtés de nos partenaires, sur une soixantaine de pays méditerranéens, zone aride, mais aussi de pays tropicaux. Ces 60 pays concernent tant l'Afrique que l'Amérique latine et que l'Asie du Sud-Est. C'est aussi une présence forte dans les départements ultramarins, ainsi que beaucoup moins forte, mais tout de même dans les territoires ultramarins. Cela vient de notre histoire et surtout de notre compétence en agriculture tropicale, qui est bien sûr l'agriculture de la majorité de ces territoires. Nous ne sommes pas présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais nous le sommes bien à La Réunion, très fortement, mais bien sûr aussi aux Antilles, en Guyane et de façon plus modeste dans le Pacifique. Et nous assumons dans ces territoires une mission d'assistance technique. Et sans vouloir être trop longue, je veux souligner aussi que le CIRAD a un statut tout à fait particulier. Le CIRAD a un statut d'EPIC, établissement public industriel et commercial, et non pas d'EPST, un peu de droit, établissement public scientifique et technologique, comme le sont par exemple l'INRAE, également présent à Montpellier, ou comme l'est également l'IRD. Donc nous sommes de droit privé. L'ensemble de nos salariés sont des salariés de droit privé. Mais surtout, nous avons une très grande facilité pour travailler avec le secteur privé. Et derrière cette idée de secteur privé, nous travaillons tant avec des toutes petites agricultures familiales qu'avec des entreprises qui peuvent être plus importantes. Ça fait partie de notre statut, ça fait partie de notre mission. Cela veut dire aussi qu'on travaille beaucoup en ce qu'on appelle activité projet, activité contractuelle. Et si je me permets d'insister sur ce point, c'est que cela définit aussi la façon dont on pense l'agronomie, dont on pense les problèmes, dont on essaie de les résoudre. Il y a une partie extrêmement scientifique, mais nous sommes un établissement de recherche finalisé. Donc nous cherchons toujours à avoir un impact et nous cherchons à le faire avec les acteurs de cet impact, les agriculteurs, les consommateurs et tous ceux qui sont dans le système agroalimentaire au sens large. Une dernière caractéristique, je pourrais parler du CIRAD très longtemps, mais ce n'est pas le sujet, c'est notre mandat. Nous sommes sous double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Recherche. Là aussi, nous l'avons hérité de notre histoire, puisque les pays devenant indépendants, nous sommes devenus liés au ministère de la Coopération. Cela a une traduction très concrète, c'est que nous travaillons pour, avec et au service de pays étrangers et aussi de départements français ultramarins, que nous travaillons dans une perspective de développement commun.
leur développement et puis le nôtre, parce que cette planète, on l'a en partage. C'est important de le voir puisque ça veut dire aussi que notre science, elle est engagée. C'est une science solidaire. Ce n'est pas une science qui va rester dans un laboratoire. À chaque fois que nous allons chercher une solution sur une maladie pour améliorer le rendement d'une culture, nous allons avoir tout de suite en tête la possibilité d'application, de mise en œuvre et d'impact de développement pour le producteur, le consommateur et le pays. Donc c'est une science particulière qui nous différencie, qui peut nous différencier notamment de l'INRAE que certains connaissent bien. Voilà, je tenais à rappeler ces éléments sur notre façon de travailler, puisque les sujets qui m'ont été confiés peuvent requérir des différents points d'entrée, et donc je parlerai de celui qui fait notre identité au CIRAD. Je me permets de rappeler, mais cela a déjà été rappelé, que je ne suis pas une agronome. Donc je vais parler d'agronomie alors que je ne suis pas une agronome. C'est un peu compliqué. Je suis économiste de formation, plus précisément microéconomiste et plus précisément économiste en théorie des jeux. Cela ne me qualifie pas pour parler d'agronomie, mais c'est bien en ayant le grand honneur de diriger le CIRAD que, par curiosité, par intérêt, par passion pour cette maison, j'ai aussi essayé d'apprendre. Et c'est ça que je vais vous transmettre. Et bien sûr, je parlerai avec une voix collective. Des collègues du CIRAD sont dans la salle et pourront aussi m'aider sur des questions techniques. Je n'irai pas au-delà de mes compétences propres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au long de ma carrière, ça fait bien une trentaine d'années que je suis fonctionnaire, ces questions d'environnement et d'agriculture, je les ai rencontrées depuis le début. Je les traite aujourd'hui, c'est pas un hasard. Je les ai rencontrées à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, bien sûr dans les différents pays où j'ai eu la chance de servir pour représenter la France, beaucoup à la Banque mondiale et au FMI, et de nouveau à Paris dans les ministères et ensuite au CIRAD. Donc je crois que sur les enjeux et l'approche macroéconomique et l'impact, j'ai le recul, j'ai vu les avancées. J'étais à la COP 15, j'ai vu les reculs. Je comprends les angoisses qui peuvent être les vôtres comme citoyens. Et donc je vais essayer aussi de vous rassurer ce soir, de vous rassurer sur ce que nous faisons, sur ce que nous pouvons apporter et sur le rôle de nos institutions de recherche. Je sais qu'elles peuvent être parfois critiquées, mais je peux vous assurer que le dévouement des chercheurs tels que je les connais est entier pour faire avancer le monde dans la bonne direction. Le sujet sur lequel je vais vous entretenir, c'est celui de la nouvelle agronomie pour l'alimentation au XXIe siècle. Alors, pourquoi une nouvelle agronomie, pardon. Sans doute, la première raison, c'est parce qu'il faut rompre avec les 50 dernières années d'agronomie, en tout cas d'agriculture, telles que vous les connaissez ici et qui sont principalement le produit de la politique agricole commune. C'est la même chose aux États-Unis, en Australie. Mais aussi et surtout, s'agissant des pays dans lesquels on travaille, avec le mirage de la Révolution verte. Le mirage de la Révolution verte, il faut quand même rappeler que la Révolution verte, elle a permis de sortir, avec le développement du commerce international, avec la modernisation des institutions, elle a permis de sortir beaucoup de populations rurales d'une très grande pauvreté, notamment en Asie et en Amérique latine. Et les chiffres sont très clairs sur ce sujet. Néanmoins, ces 50 années d'agriculture intensive dans le monde ont été marquées par des pratiques dont nous payons aujourd'hui le prix. Dans ces pratiques, et vous les connaissez, il y a l'utilisation excessive d'intrants et de produits phytosanitaires, le développement d'une monoculture au-delà de tout ce qui est raisonnable et responsable et de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent, une utilisation insuffisamment raisonnée des ressources naturelles, l'eau,
que l'on a crues sans limite, les sols, les énergies fossiles. Et les impacts sont apparus. Alors, ils ne sont pas apparus tout de suite, mais ils sont maintenant clairs. On a des sols dégradés. Je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, qui a aussi connu une partie de révolution verte assez forte, notamment Burkina Faso. Je pense bien sûr à l'Inde, sur laquelle vous avez des articles très clairs sur ce sujet, d'ailleurs de chercheurs du CIRAD. Des sols dégradés, des sols qui vont mettre, s'agissant de l'Afrique sahélienne, plus de 40 ans à se régénérer, une fois qu'ils sont dégradés. Une dépendance forte aux produits de synthèse et aux énergies fossiles, dont nous avons vu l'impact, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, lors du début de la guerre en Ukraine, et les difficultés d'accès tant aux engrais qu'aux énergies fossiles. De l'amélioration variétale, c'est-à-dire des variétés qui ont été améliorées, essentiellement pour maximiser la production, et non pas pour les rendre plus résilientes. Donc le rendement plutôt que la capacité de défense. Et puis partout, vraiment, une dégradation de l'environnement, une raréfaction des ressources naturelles, avec des situations extrêmes et des effets très clairs sur la santé humaine, qu'il est toujours difficile de prouver, parce qu'il faut du temps pour prouver les effets de certaines molécules sur la santé humaine, mais qui sont quand même très clairs. Et là, je vous invite à lire tous les articles de l'ANSES. Donc cette nouvelle agronomie, la première chose qu'elle fait, c'est tout en reconnaissant que les anciennes méthodes ont permis de réduire drastiquement la famine et la malnutrition, prendre appui, diagnostiquer, faire un consensus commun sur le fait qu'on ne peut plus continuer. Et donc rompre avec ces méthodes. C'est le premier geste qui nous réunit tous aujourd'hui. Ensuite, que fait-on ? Et là commence la discussion. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce n'est pas si simple, mais que pourtant il y a des blocs de solutions sur lesquels nous travaillons et qui émergent. Alors aujourd'hui, pour prendre la suite, vous avez déjà toute une série de vocables sur cette nouvelle agronomie. Vous entendez parfois parler d'agriculture naturelle, d'agriculture régénératrice, d'agriculture basée sur des solutions apportées par la nature, d'agriculture, d'agroécologie. Et vous en avez comme ça une dizaine de termes. Certains sont définis scientifiquement ou au moins par consensus. Je pense en particulier à l'agroécologie qui, elle, est définie, ça a mis du temps, qui est définie par une série de conditions et de pratiques, et vous le trouverez défini sur le site de la FAO, l'organisation onusienne qui s'occupe de l'agriculture et des systèmes agricoles. D'autres sont beaucoup plus sujets à variation, à discussion. Je pense en particulier à l'agriculture régénératrice, où chacun met ce qu'il souhaite, qui est aussi une notion très anglo-saxonne, comme l'agriculture climato-intelligente, qui est très américaine. Mais en tout cas, tous expliquent que 1, il faut changer, on l'a vu, et que 2, l'objectif, c'est clair, il va être de mieux faire cohabiter l'agriculture avec l'environnement. Il va être de développer une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et qui s'appuie sur l'environnement, qui en fait un allié, qui va s'appuyer sur les processus naturels et qui va adapter les systèmes de production pour bénéficier des synergies qui existent dans la nature. Et donc, ce sont des pratiques plus vertueuses au niveau environnemental et social et qui vont aussi développer une économie particulière pour les territoires. Donc, plusieurs vocables pour cette nouvelle agronomie. Le but, c'est de renouer avec la nature. À ce point-là, je me permettrai juste de rappeler 2 éléments. Nous sortons de la COP biodiversité et climat. De rappeler que l'agriculture et le changement d'usage des terres est aujourd'hui dans le monde la première source de perte de biodiversité sauvage. Et que cette perte de biodiversité, elle est très forte au sud, mais elle est très forte aussi en Europe. Je me permettrai aussi de rappeler que l'agriculture, s'agissant cette fois-ci de la COP climat, c'est
le bloc de négociation sur lequel nous n'avons aujourd'hui aucune avancée. On a des avancées sur l'énergie, on a le pic charbon, on a des émissions. Sur l'agriculture, on n'a pas d'avancée. On a un groupe qui s'appelle le groupe de Coroniva. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement compliqué de réduire les émissions qui sont liées à l'agriculture. Elles sont tant du CO2 que du méthane. Et ça aussi, je vais essayer d'en parler un peu. C'est pour vous dire que cette agriculture qui va cohabiter avec la nature et s'appuyer sur la nature, il y a une urgence à la mettre en œuvre. Et que ça, c'est les chiffres des 2 COP qui peuvent vous l'expliquer. Alors le CIRAD a fait le choix, depuis le début, depuis assez longtemps, de promouvoir la transition agroécologique, de la promouvoir tant dans les territoires ultramarins où il travaille, donc sur des réglementations françaises et européennes, mais aussi de la promouvoir au sud, ce qui est plus compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. On le promeut, et historiquement on l'a promu, en essayant d'améliorer les systèmes de culture, en utilisant moins d'intrants, en substituant des intrants biosourcés aux intrants de synthèse, en se posant vraiment la question du système de culture, comment on fait un design de système de culture, comment on doit cultiver, avec combien de plantes, mais aussi en s'appuyant sur une approche que le CIRAD a su développer cette fois-ci plus récemment, mais de façon très convaincante, parce qu'on vient nous chercher au niveau mondial pour cette approche, c'est ce qu'on appelle l'approche territoriale, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on se pose la question du comment, des politiques, des outils et des mécanismes biologiques, réfléchir au niveau et aux modalités de mise en œuvre. Le niveau, ça va être le niveau auquel on fait une concertation. Est-ce qu'il faut agir au niveau du village, de la région, de l'État, du groupement de régions, et comment est-ce qu'on construit ces nouvelles pratiques? Et c'est tout ce qu'on appelle la science participative, sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. Donc je voulais vous resserrer l'approche du CIRAD sur ces modalités-là qui font notre spécificité. Donc cette nouvelle agronomie, plus vertueuse, au niveau agronomique et technique, elle repose sur aujourd'hui 5 blocs qui correspondent à des blocs sur lesquels nos chercheurs travaillent. Le premier bloc, c'est le bloc du travail sur des sols, et c'est comment faire en sorte que les sols sur lesquels nous cultivons soient plus vivants, plus fertiles. Et donc il n'y ait pas besoin de les laisser en jachère pendant des années pour les reconstituer. Comment en clair éviter les sols dégradés que vous pouvez voir en Asie du Sud-Est, que vous pouvez voir même en Asie centrale et plus proche de vous en Afrique. C'était le sujet de notre stand au Salon de l'Agriculture l'an dernier, des sols plus vivants. Alors on avait une belle photo de vers de terre. C'était une belle introduction. Ce n'était pas la vache du Salon de l'Agriculture, mais cela a quand même eu du succès. Et en fait, sur ces questions de sols plus vivants, on va travailler sur différents leviers. Il y a bien sûr la question des apports organiques, les moyens qu'on a pour limiter le labour, qui détruit le sol, donc les maintiens de couverture au sol, c'est tout ce qu'on appelle l'agriculture de conservation qui se fait au CIRAD depuis des décennies et que l'on arrive petit à petit et de façon très claire à généraliser. C'est le respect de la diversité des organismes qu'on va trouver dans le sol, quelle que soit l'échelle, que ce soit l'échelle macro, méso ou micro, et tout cela qui va améliorer les propriétés physiques des sols. Et donc, qui va améliorer la teneur en matière organique. Et en améliorant la teneur en matière organique, on accroît aussi la capacité du sol à séquestrer le carbone. Donc, on résout un des problèmes que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la baisse des émissions de gaz à effet de serre, et comment l'agriculture, qui est aujourd'hui un problème, peut devenir une solution. Il s'agit aussi de regarder, parce qu'on en a besoin aussi, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les engrais. En utiliser moins, quand il le faut, de meilleure qualité, et si possible, bien sûr, biosourcés. Le même raisonnement vaut pour l'irrigation
et comment est-ce que l'on peut utiliser une irrigation de précision et biosourcée et raisonnée. Cela semble simple ici, dans l'Hérault, où il y a à la fois toute une structure institutionnelle qui peut accompagner les agriculteurs à rendre leur sol plus fertile, soit les conseillers, les chambres d'agriculture. Vous voyez que ce sont des éléments qui sont beaucoup plus complexes au sud. Je pense notamment à des notions très claires en matière d'irrigation. Ici, on est sur des nappes phréatiques dont le rythme de reconstitution est très rapide. Quand vous êtes en Afrique, vous êtes sur une reconstitution décennale, voire centenale, sur certaines nappes phréatiques. Donc vous voyez que toute erreur qui est faite sur le système d'irrigation emporte de conséquences très lourdes sur la capacité des sols à être fertiles par la suite. Donc ces sols plus vivants, nous y travaillons, nous avons une unité, nous allons construire, enfin nous avons plusieurs unités, nous allons construire ici à Montpellier, c'est un scoop, mais en tout cas nous sommes en train de construire à plusieurs organismes de recherche un institut qui va travailler plus particulièrement sur les sols et qui devrait être de rang mondial. Le deuxième levier sur lequel nous travaillons, c'est celui de l'agrobiodiversité. J'ai parlé de biodiversité tout à l'heure, c'est la biodiversité des grandes conférences internationales, c'est-à-dire les espèces menacées, la CITES, etc. Il y a une biodiversité dont on parle beaucoup moins. C'est la biodiversité des semences, la biodiversité cultivée, la biodiversité qui résulte d'années et de siècles de travail de nos ancêtres, ici et ailleurs, toutes ces semences, et qui se perd simplement parce qu'il y a eu des normes aussi pour moderniser, pour rendre plus productive l'agriculture, qui fait qu'aujourd'hui, les semences sont dans un catalogue et qu'on ne peut pas cultiver tout, qui sont aussi nécessaires pour des mesures phytosanitaires. Il n'en empêche, nous, ici, nous conservons dans un bâtiment qui est à Agropolis avec l'INRA et l'IRD, un bâtiment qui s'appelle Arcade, des milliers de semences de toute la planète, principalement d'ailleurs des pays du Sud, car on est plusieurs à travailler sur ces pays-là à Montpellier, et qui recensent, pour une espèce, je vais prendre par exemple pour le mil ou le fonio, qui va recenser toute la diversité historique pour chacune de ces espèces, de ces plantes. Et c'est un incroyable catalogue où l'on pourra peut-être retrouver des solutions, qui pour des maladies, qui pour un stress hydrique intense. Voilà. Cette agrobiodiversité, on va la travailler à deux niveaux. Un premier niveau qui est le niveau de la culture, de la parcelle, où nous allons essayer de combattre ce qui a été la marque de fabrique de la modernisation de l'agriculture, c'est-à-dire la monoculture. Faire en sorte que pour une culture, eh bien, on y adjoigne une seconde, une troisième culture, et donc une diversité de cultures. Et ces diversités de cultures, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de lutter contre certains agresseurs. Certains agresseurs bioagresseurs vont être attirés par une plante, et une autre plante peut avoir un effet répulsif qui va les éloigner, et cela va nous permettre très simplement de baisser les quantités de pesticides utilisés en culture. Cultiver plusieurs plantes, c'est bien sûr aussi une grande biodiversité pour nourrir les espèces qui vivent autour de ces cultures, mais c'est aussi très important pour nourrir les populations, notamment au sud. Parce que si vous cultivez et des céréales et des légumineuses, vous apportez en nutriments des choses différentes, des choses nécessaires dans les deux cas. Si vous cultivez et du maraîchage et de l'arboriculture et des cultures vivrières et des cultures d'exportation, vous allez améliorer et le niveau de vie des agriculteurs et leur santé nutritionnelle, et aussi dans des pays où il n'y a pas d'assurance agricole, leur permettre, en cas de mauvaise récolte d'une des composantes, de pouvoir quand même vivre et gagner leur vie. Donc cette diversité, nous la testons, il ne faut pas croire que c'est simple. Il ne suffit pas d'ajouter une plante à l'autre. Il faut bien réfléchir, calibrer,
ce qui peut être cultivé l'un avec l'autre, les effets de synergie, parce que le but, c'est que en ayant plusieurs espèces, on ait quand même une forte productivité. Et puis, toutes les questions de bioagresseurs, de savoir quel effet répulsif, ce sont aussi des éléments qui nécessitent beaucoup d'expérience. En tout cas, c'est une voie que nous, on expérimente depuis longtemps au Sud. Et c'est une voie qui est aujourd'hui une des composantes en France du plan Écophyto, qui vise à réduire l'utilisation de pesticides partout, sur toutes les cultures, et donc où on essaie, avec une culture principale, d'y adjoindre d'autres cultures et de tester ce qui se passe. Nous travaillons principalement dans le groupe Outre-mer des processus Écophyto, mais nous proposons, nous mesurons, nous améliorons tous ces processus qui sont des processus de rotation culturelle, d'introduction de nouvelles cultures et de ce qu'on appelle intercropping, c'est-à-dire quand on a des cultures qui ne durent pas toute l'année, qui ne sont pas pérennes, voir quelle espèce on va mettre en relais de la première. Donc, cette agrobiodiversité, c'est d'abord cultiver ce que faisaient nos grands-pères, cultiver plusieurs plantes ensemble. C'est aussi cultiver les bonnes plantes. Et là, c'est ce qu'on va appeler l'amélioration variétale, c'est-à-dire trouver la bonne plante qui va répondre au défi. Ce défi, ça peut être une maladie, un agresseur, et de plus en plus, pour nous dans le Sud, mais aussi beaucoup ici, la résistance au stress hydrique, de longues périodes sans eau. Et dans ce cadre-là, nous travaillons donc à de l'amélioration variétale. Comment on fait? Eh bien, cette immense frigidaire qui a cette immense zone de stockage qui est ici à Arcade, plus tout ce que nous avons comme centre de ressources biologiques, centre de ressources génétiques, essentiellement à La Réunion, dans les Antilles, en Guyane, eh bien, on teste. On teste les différentes possibilités variétales pour voir laquelle est aujourd'hui la plus adaptée, mais surtout laquelle sera dans 20 ans la plus adaptée avec le changement climatique et avec la baisse de ressources en eau. Et ça, on le fait à un rythme régulier, quotidien, c'est notre travail, et ça vise à trouver des solutions, avec certaines réussites. Je pourrais vous en parler lors des questions-réponses. Par exemple, on a énormément travaillé sur le riz, l'amélioration variétale du riz, avec aujourd'hui des succès brevetés, reconnus, par exemple à Madagascar, où on a trouvé le bon riz qui permet de répondre à la fois aux déficiences nutritionnelles en zinc de la population, qui est beaucoup plus résistant, et qui va permettre, dans certains cas, d'émettre moins de méthane, comme c'est le cas pour le riz pluvial. Donc, on va prendre toute une série de contraintes nutritionnelles, environnementales, climatiques, de baisse des pesticides, pour travailler sur cette amélioration variétale. Voilà. Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc de cette nouvelle agronomie, c'est l'économie circulaire. Alors c'est important parce que on travaille au niveau de la génétique, on va travailler au niveau de la parcelle, c'est ce que je viens de décrire, la génétique, l'amélioration variétale, avec des technologies qui peuvent être du CRISPR-Cas9, avec tout simplement de la modification de traits, avec tout simplement la redécouverte d'anciennes variétés. Et on va travailler au niveau de la parcelle, et c'est là où on va regarder quelle culture peut aller avec une autre. C'est là où on va regarder comment on peut mieux irriguer, comment on peut réduire les engrais, comment on peut réduire les pesticides. Mais on va aussi travailler à un niveau plus élevé, au niveau système. Et au niveau système, c'est ne pas s'arrêter à la production, mais réfléchir après la production, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien sûr la consommation, et là on est à un niveau macro. Quand on parle de problèmes de production, moi je parle souvent de problèmes de consommation.
Mais on va aussi parler tout simplement de qu'est-ce qu'on fait une fois que la culture est terminée. Et j'y suis particulièrement attachée, c'est tout ce qu'on va faire pour protéger l'environnement des effets négatifs de l'activité agricole. On travaille beaucoup sur le recyclage des déchets agricoles, qui sont beaucoup plus importants que ce que vous pouvez imaginer. Alors il y a tout ce qui est biomasse, et ça commence à être assez populaire, mais aussi on va essayer de produire d'autres choses en circuit court. Et notamment, quand nous travaillons au Sud et quand nous travaillons en Afrique, il y a une chose qui manque beaucoup en Afrique, c'est l'énergie. Il n'y a pas de réseau électrique comme nous en avons ici. On n'est que sur des petits réseaux électriques. Et quand on ne veut pas avoir de déperdition sur la consommation, il faut transformer. Et pour transformer, on a besoin d'énergie. Et donc, ça fait quelques années qu'on travaille sur des projets qui visent à utiliser les résidus agricoles, qui soient des résidus de paille, qui soient de la coque, qui soient des noyaux de mangue, des pailles de riz, pour voir si, à partir de ces déchets agricoles, on ne peut pas en faire un moyen de produire de l'énergie. Et on a réussi, on a un très beau projet qui vient de se terminer et sur lequel on passe à une phase qui va être une phase de généralisation qui s'appelle Biostar. Donc si vous allez sur Internet et que vous tapez Biostar Afrique, vous verrez comment, avec des partenaires africains, on a réfléchi et on a trouvé les moyens, de façon assez ingénieuse, de tous ces déchets au sein d'une structure, d'une machine qui elle-même va produire de l'énergie, qui elle-même va servir à transformer localement les produits agricoles. Donc à réduire l'impact carbone, à avoir des cycles courts, à être sûr que la valeur ajoutée, elle est locale, elle est au plus près des agriculteurs, et qui va aussi permettre d'avoir un cycle vertueux. Alors c'est assez amusant qu'on arrive à le faire là-bas, beaucoup moins ici, mais en fait ça se fait aussi, notamment à La Réunion qui depuis longtemps utilise les débris de la production de canne à sucre aussi pour de l'énergie. En tout cas, c'est complexe, mais c'est un vrai plus environnemental et climatique. Et puis il y a des déchets qu'on ne peut pas valoriser autrement, que par un retour dans le sol, mais là aussi un retour dans le sol bien pensé, bien travaillé et qui permet d'enrichir les sols. Donc cette économie circulaire qui s'appuie sur cet exemple précis, elle nous fait beaucoup défaut en Europe. Elle nous fait beaucoup défaut en France où nous avons des grandes structures qui vont être dédiées uniquement à la production, uniquement à la transformation et loin des centres de production. Mais comme je le dis, c'est assez compliqué et scientifiquement et en termes de bouclage économique. Alors, le quatrième pilier de cette agronomie, cette nouvelle agronomie, c'est une agriculture plus sociale et plus territorialisée. Et elle découle du point précédent, qui parle déjà des territoires et du recyclage. C'est l'idée qu'on ne pourra changer de modèle que si l'on mobilise l'ensemble des acteurs du modèle. Dans les 3 premiers points que j'ai mentionnés, ça repose sur le producteur. Les sols, l'agrobiodiversité, et puis on va un peu plus loin sur le milieu agroalimentaire. Eh bien là, il faut mobiliser l'ensemble, il faut mobiliser des politiques publiques, il faut mobiliser le consommateur, il faut mobiliser aussi les institutions internationales. Et c'est l'idée qu'on a besoin d'avoir des relations beaucoup plus étroites entre consommateurs, producteurs et tous les acteurs du territoire. Ça vaut pour la réduction du transport. Ça vaut pour la distribution, ça vaut pour la commercialisation, ça vaut pour les circuits courts, ça vaut pour tout ce qu'on peut faire aussi en matière d'IG, de reconnaissance de valeur d'un territoire. Et toutes ces notions, elles vont aider à ce changement. Aujourd'hui, si on regarde l'équilibre global, on a fait l'exercice la semaine dernière avec le journal Le Monde.
on produit bien assez pour nourrir toute la planète. Mais on a 600 personnes en malnutrition aiguë, ce qu'on appelle en famine. Si on regarde du côté production mondiale et du côté consommation mondiale, tout cela peut même marcher avec la croissance attendue de l'Afrique, dont je rappelle quand même qu'elle produit 80% de son alimentation. Donc elle ne dépend pas que de nous. J'entends souvent qu'on a besoin de l'agriculture française pour nourrir le monde. C'est faux. On a besoin de l'agriculture française dans le monde. Mais il y a beaucoup de zones qui ont un degré, on dit aujourd'hui, de souveraineté alimentaire assez forte. Il n'en empêche qu'ils ont un vrai défi, et je me permets cette incise, l'Afrique a un vrai défi parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, ce sont des modélisations sur des bases d'impact du changement climatique dont nous savons pour lesquelles nous savons qu'il y a beaucoup d'incertitudes et peut-être beaucoup de choses compliquées à venir. Mais si on regarde ces deux systèmes, on s'aperçoit quand même qu'il y a des déséquilibres. La consommation, elle est assez déséquilibrée dans les pays riches. Trop de viande, pas assez de fibres, pas assez de fruits et légumes, avec un impact qui est connu sur la santé. Et si on regarde du côté de certains pays, plutôt pauvres, manque de protéines, et même avec la croissance des protéines végétales et des légumineuses, on ne comblera pas ce manque de protéines, notamment pour les femmes et les jeunes enfants. Manque d'accès aux produits lactés, manque d'accès à certaines vitamines avec des maladies qui perdurent même en Asie, qui est plus développée, notamment sur des développements cognitifs incomplets, des problèmes de vue. Et donc on voit bien qu'il y a un système qui s'est mondialisé, qui a permis sans doute au monde agricole de générer des revenus suffisants pour attirer une main-d'œuvre agricole, mais qui a créé de gros déséquilibres et de grosses inégalités. Et donc, ce qu'on étudie, et notamment ce sont nos politistes, nos économistes, nos méso-économistes, c'est comment est-ce qu'on peut remettre un peu plus de raison, un peu plus de justice sociale et un peu plus de durabilité dans ces systèmes agricoles et alimentaires au niveau mondial. Ça paraît simple dit comme ça, mais croyez-moi, c'est très compliqué. Il y a eu un sommet sur les systèmes alimentaires qui a eu lieu à Rome il y a 3 ans. C'était le premier depuis 20 ans. Et il y a eu des centaines de chercheurs qui se sont posé cette question, qui ont émis des recommandations, là aussi que vous pouvez voir sur le site de la FAO sur sommet des systèmes alimentaires. Et nous ferons le bilan en septembre prochain, en septembre 2025. Et on va voir que ce n'est pas que la guerre en Ukraine, il y a de vrais déséquilibres sur lesquels il faut agir vite. Ça, c'est le 4e bloc. Et c'est un bloc que nous ne pouvons pas construire seuls, nous les chercheurs. On a besoin de la société civile, on a besoin d'ONG, on a besoin de décideurs, on a besoin de ce qu'on appelle l'interface science-politique. Et donc on a besoin de construire des politiques qui vont être adoptées par ceux à qui elles s'appliquent et qui vont être soutenues par les politiques et mis au bon niveau, c'est-à-dire au niveau mondial. Le 5e bloc, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier. Le 5e bloc de cette nouvelle agronomie, c'est tout ce qui concerne la numérisation et la digitalisation. Pour aller vite, ce sont à la fois les techniques modernes, mais c'est aussi l'intelligence artificielle, sur laquelle nous travaillons beaucoup au CIRAD. On a plus d'100 de personnes qui travaillent sur agriculture numérique et aussi sur intelligence artificielle. Parce que ces technologies, elles vont vite, elles changent la donne, et pas simplement dans les pays développés, mais paradoxalement, beaucoup plus au sud, où elles permettent de faire des pas de géant, des leapfrogs, comme disent nos amis américains, c'est-à-dire de passer directement à une étape de développement plus pertinente, en tout cas au niveau environnemental. Alors, à quoi ça sert l'IA? Ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à mettre encore plus de pesticides. Ça peut servir à
à nous aider à faire encore plus d'OGM. Ça peut nous servir à détruire beaucoup de choses. Mais ça peut aussi nous aider considérablement. Ça peut nous aider à penser le rendement d'une culture, à modéliser. C'est très important. Je vous ai parlé du changement climatique qui va extrêmement vite. Aujourd'hui, quand on préconise à un agriculteur ou à un ministre d'un pays dans lequel on travaille d'aller vers telle culture, à tel endroit, ou de changer telle culture, il faut qu'on soit sûr. On ne peut pas engager pour un développement de 50 ans. Si on fait du palmier à huile, il faut quelques années pour que ce soit productif, il faut encore plus d'années pour arriver au bon rendement, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va nous le permettre, même si les données au sud, elles sont extrêmement parcellaires et, chose particulièrement injuste, elles sont aujourd'hui détenues massivement par des groupes privés et non pas par des États, comme c'est le cas aujourd'hui pour nous en Europe. Mais c'est très important, notamment dans ces choix de culture, parce qu'il y a des endroits où il faudra changer de culture. Je pense à un pays que j'aime bien, dans lequel je l'ai vu très concrètement, en Afrique australe et au Zimbabwe, qui est un pays très pauvre. On a implanté le maïs, mais le maïs, avec la grave crise hydrique que connaît l'Afrique australe, c'est plus possible. Il va falloir changer de culture. Et changer de culture, c'est très complexe. D'abord, il faut dédommager, il faut penser à la nouvelle culture, il faut convaincre. Et puis, autour d'un produit, il y a toute une façon de cuisiner, il y a toute une gastronomie. Ça ne se fait pas comme ça. Regardez en France, vous êtes dans une zone qui a changé de culture. Enfin, pas dans l'Hérault, il faut monter un peu plus vers la Haute-Garonne. Vous l'avez peut-être noté, il n'y a plus beaucoup de maïs. À la place, il y a du sorgho. Ça marche beaucoup mieux. Mais je peux vous assurer que ça ne fait pas les mêmes pâtes, ça ne fait pas le même blé. Et il a fallu mettre beaucoup d'argent pour changer ces cultures. La numérisation, elle va permettre la digitalisation, le meilleur accès aux données, la meilleure modélisation. Ça va nous permettre de nous tromper le moins possible sur les bonnes cultures, au bon endroit, avec les bons paramètres. Ça va nous permettre aussi d'optimiser sur une base annuelle des outils de prévision. C'est ce qu'on fait, le CIRA, des centres de référence pour la FAO, pour calculer les niveaux de production agricole chaque année et anticiper d'éventuelles crises de famine ou de malnutrition. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus doté et qu'on arrive à faire des modélisations de plus en plus fines pour savoir si oui ou non. Je ne vous parle pas des zones de guerre comme en Éthiopie, au Yémen, au Soudan, mais oui ou non, en fonction des pluies, est-ce qu'on va manquer au Mozambique? Est-ce qu'au Mali, ça va être compliqué? Et donc tout ça, on arrive à le faire mieux et donc à mieux protéger les populations. Ça va permettre aussi aux producteurs d'avoir une idée, d'être reliés, et ça, ils le font déjà avec le téléphone portable, pour ceux d'entre vous qui sont allés en Afrique, d'être mieux reliés au circuit de distribution, de vente, de vendre leurs produits au bon prix, de le stocker quand le prix n'est pas bon, de regarder les modes d'acheminement, d'être mieux connectés au circuit économique, et donc de renforcer le revenu des petits agriculteurs. Tous ces éléments-là, on y travaille beaucoup, et donc, l'intelligence artificielle et la numérisation, c'est un outil qui est plus fondamental, si je peux me permettre, pour les pays les plus pauvres, finalement, que pour nous qui disposons déjà de beaucoup de données, de beaucoup de systèmes pour travailler, pour prévoir nos productions. Donc voilà les 5 piliers sur lesquels on travaille. Sur ces 5 piliers, on travaille scientifiquement de façon la plus fondamentale possible. Je vous ai parlé des questions de génétique. On travaille aussi sur les écologies chimiques pour savoir quelle bactérie peut aider une plante à se défendre contre telle mycotoxine, pour savoir quel phéromone peut éloigner tel vecteur, et idem sur des questions aussi de santé de l'environnement. Donc on va travailler du plus fondamental jusqu'à l'application, faire en sorte que l'agriculteur l'éleveur puisse très concrètement appliquer ce que nous essayons de mettre en place et puis puisse en tirer une pérennité, une durabilité environnementale, que sur la durée, la solution que nous avons trouvée ne détruise pas l'environnement,
C'est pas si simple, parce que parfois on pense avoir trouvé une bonne solution, mais elle peut avoir des effets pervers. Pour que l'équilibre soit aussi un équilibre économique, que ce soit viable économiquement, et puis, en dernier lieu, qu'il y ait un équilibre social. C'est-à-dire que autour de cette production, on vit, il y a un village, il y a une culture, il y a des modes culinaires, il y a des relations entre pays, des relations entre régions, et que nous servions aussi ces territoires dans cette durabilité sociale. En définitive, pour conclure, je dirais qu'on nous dit parfois, mais donc la nouvelle agronomie, c'est repartir en arrière, aller chercher les méthodes de grand-père, grand-mère et les actualiser. Oui et non. C'est peut-être retrouver une certaine raison qui nous a permis de vivre en harmonie avec nos cultures, enfin l'environnement. C'est aussi se rappeler des nombreuses famines que nous avons eues ici, enfin, au cours des siècles, et on fait partie aussi ici d'une région qui a connu des maladies, des crashs économiques, des famines, des épisodes noirs liés à l'agriculture, aux maladies des vignes. Donc il ne faut pas croire que tout était merveilleux avant. Mais c'est quand même un retour à réfléchir à ce qui nous entoure, prêter cette attention-là, mais en même temps avoir une volonté d'utiliser tout ce que la science met à notre disposition pour améliorer la situation et surtout pour trouver une voie durable. Et cette voie durable, elle est à la fois locale, contextualisée, je pense ici à tout ce qu'il y a en matière de transition agroécologique, le département est très riche, mais aussi qui fasse système, qui fasse qu'au total, mondialement, on s'y retrouve et on arrive à progresser vers une trajectoire qui met moins en danger notre planète et donc moins en danger notre sécurité alimentaire. Je crois que je m'arrêterai là, sinon je pourrais continuer longtemps, mais ça me semble plus pertinent.